pour moi, en fait, il faut inverser peut-être la question pour dire qu'en temps de crise, peut-on plutôt surpasser une période de crise sans culture plutôt? Parce que on sait très bien que c'est quelque chose qui est vital, qui est indissolublement lié à ce qu'on a déjà vécu auparavant dans le quotidien, mais à la fois en ce temps de crise, on a bien vu réellement un peu partout dans le monde que la culture était omniprésente. Ça veut dire, il y avait certainement le débat autour de la question sanitaire, etc. On parle du Covid-19, mais au-delà, tout ce qui venait après, c'était la consommation, c'était la question de la consommation de la culture. Et on voyait tout le monde déjà sur les réseaux sociaux, tous les spectacles qu'on a vus, les performances, les metteurs en scène partout avec des vidéos, on les a vus en direct un peu partout dans le monde. Et même si on parle de monsieur tout le monde, même ceux qui bouquinent pas, par exemple, en ce temps de Corona, on les voit regarder des feuilletons, etc. Et, si on ne fait pas ça peut-être en cuisine, et donc c'est une forme de culture aussi, ce qui est culinaire, etc. Et donc du coup, on peut pas passer réellement de la question de la culture en ce temps de crise, mais peut-être la question elle est posée autrement en fait dans cette partie du monde auquel on vit, euh, parce que la question de le rôle que joue la culture dans on va pas dire dans le Nord, mais en tout cas dans les pays, chez les grandes nations, justement, on la pose même pas. Mais dans cette partie du monde, peut-être, c'est une question. La culture a été beaucoup instrumentalisée en fait par les régimes en place. Si on revient ici en Tunisie, peut-être on se rappelle après 56, ça veut dire dès l'indépendance, on était dans un processus de bâtir l'État-nation, etc. Et la culture n'était pas à l'épargne d'un modèle. Allez, on va dire c'était le revers de la médaille en fait de la période de Bourguiba. C'est que le problème, c'est qu'on a instrumentalisé en quelque sorte la culture. Je donne des exemples, la musique par exemple. Si on dit patrimoine, on a beaucoup focalisé sur par exemple le melouf et on a peut-être ignoré une bonne partie de ce qu'était la culture, la spécificité culturelle régionale en Tunisie. Après, il y a eu le concept de la chanson, par exemple, nationale, Al-Ornia al-Watani, etc. Donc, c'était pareil au cinéma, par exemple, dans les premiers films de Khlifi, etc. Ça a été toujours tourné autour de cette question de bâtir l'État-nation. Et le prétexte, c'était lutter contre la logique, par exemple, tribale en Tunisie. Mais il faut voir le revers de la médaille, c'est qu'on a tué une bonne partie réellement de la spécificité culturelle régionale et on a instrumentalisé, on a stéréotypé peut-être le concept de la culture. Je dis ça parce que c'est lié réellement à la question de la perception du citoyen à ce qu'est la culture. D'où vient aujourd'hui on entend des députés au Parlement qui voulaient par exemple, convertir le budget alloué à la culture pour la santé. Mais ça, en fait, on l'a déjà. Il y a quelques années, j'ai lu un livre autour des personnalités politiques les plus connues au XXe siècle, comment ils ont vécu cette question de culture, ou comment ils étaient en contact avec ça veut dire comment ils ont utilisé la culture en temps de crise. Bah, c'était génial. Par exemple, je peux citer Churchill quand les nazis ont, par exemple, ont bombardé Londres. Et il y avait, je me rappelle dans le livre, il y avait le ministre de la Défense de la Royaume-Uni, il a proposé d'éliminer réellement le budget de la culture au profit justement de l'armement. Et puis Churchill, il a répondu c'était une très très belle question. Il a dit alors pourquoi on fait la guerre
finalement. Et c'était pareil chez les grandes nations, tu vois cet intérêt. Et pareil, par exemple, je cite la Seconde Guerre mondiale, quand les nazis ont envahi ou encerclé peut-être Moscou, au bout d'un certain moment, Staline, il a fait la moitié de son discours, c'était des citations de Gorky pour remonter le moral de son peuple, de l'armée rouge en ce moment. Il faisait des citations de Dostoïevski, etc. Et donc là, réellement, je pense que c'est le rôle de la culture en temps de crise, il est vital, parce que sans la culture, la vie serait une erreur, voilà. Bah, une culture, on vient de une culture d'urgence, je ne pense pas. Je ne pense pas au concept d'une culture d'urgence, mais parce que la culture ou la définition de la culture, c'est d'agir avec le perçu vécu, avec le contexte. Et donc, il fallait que juste la culture fait son rôle justement dans le contexte là où elle existe. Et on s'est réjoui des caricatures qui ont été faites autour des politiciens, comment ils ont traité la question du Covid un peu partout dans le monde, Trump, Bolsonaro, les musiciens, comment ils ont agi dans les rues, comment on a fait des chansons autour de la question de Corona. Ça veut dire, c'est ça la créativité de la culture, elle a agi, mais d'une manière, c'est pas une question d'urgence, mais elle a agi d'une manière très très spontanée. Et il fallait juste la mettre dans le cadre, c'est tout. Et puis, la culture en son temps de crise, elle n'a pas agi d'une manière. Ça veut dire les artistes n'étaient pas dans leur monde transcendantal, etc. Ils étaient. Il y avait des auditeurs, il y avait un grand public, et le public n'a pu surmonter justement cette période qu'à travers justement tout ce qu'on vient de citer tout à l'heure. Les livres, le feuilleton, le cinéma, Netflix actuellement et tout cela. Voilà. Être soutenu, je pense que c'est une question qui évoque certainement le problématique de la politique culturelle. Elle a besoin d'être soutenue, tout dépend réellement de la politique réellement culturelle ou dans le contexte. Parce que soutenue, on va parler peut-être de la question du financement, des ressources. Elle a besoin d'être soutenue, certainement, parce que c'est aussi la culture, elle fonctionne à travers des institutions. C'est des boîtes de production, des compagnies de théâtre, des maisons d'édition, des espaces culturels. Et donc, ces institutions ont besoin d'un appui matériel pour pouvoir commencer, mais tout dépend de qui. C'est ça la question qu'on doit poser en termes de politique culturelle, parce que nous, je vais parler de la Tunisie, on n'a pas une politique culturelle assez claire en Tunisie, parce que et je dirais que c'est une continuité d'une politique culturelle justement qui fait la continuité de l'époque de la construction de l'État-nation. Ça veut dire que ce n'est pas une politique libérale, par exemple, où parfois on a l'impression, par exemple avec le projet de loi sur lequel on a travaillé sur la question de mécénat culturel. Ça veut dire l'idée c'était quoi? C'était que les sociétés privées ou le secteur privé, il intervient de telle façon qu'il soutient les organisations culturelles ou les projets culturels qui ont un agrément du ministère de la Culture qui organise ça, d'une manière spontanée. Ça veut dire qu'il y a un appui du secteur privé. Mais le problème là, que par exemple, c'est le rôle réellement du secteur gouvernemental aujourd'hui pour faire le plaidoyer justement de ce genre de projet de loi. Et donc du coup, on n'a pas une vision claire de ce qu'est la politique culturelle, bien qu'on a réellement, c'était un très long débat qui a duré des années et des années après la Révolution et dans lequel on a essayé de contribuer, de proposer, de faire des recommandations, etc. La question de la mobilisation de ressources, c'est ça. Justement, le débat sur lequel on a voulu intervenir à maintes reprises, c'est la question des... Aujourd'hui, il y a pas mal de projets qui comptent à fond à 100% sur l'intervention de l'État. Et c'est ça le problème.
Alors que le vrai débat aujourd'hui, où je vais dire depuis des années, par exemple en Europe, un peu partout, je parle du secteur de la société civile, du secteur privé, c'est comment réellement créer des projets ou travailler dans une perspective de projets qui sont basés sur un business model. Et c'est réellement le vrai débat, c'est réellement le vrai défi. Et nous, même en tant qu'institution peut-être qui fait partie de la société civile ou du secteur privé, on a essayé réellement de mettre en place des programmes qui sont basés réellement sur un business model. Parce que le jour où je ne vais plus avoir du financement, d'appui de la part du ministère de la Culture, de la part du secteur privé, de la part des ONG qui sont en train d'appuyer la culture, comment je peux réellement continuer à travailler. Et je ne pense pas que c'est le rôle réellement du secteur gouvernemental, représenté par le ministère de la Culture ou des Affaires culturelles ou les autres ministères en question, mais je pense aujourd'hui il faut que le secteur privé, plutôt les institutions culturelles commencent à se poser des questions autour de la question de financement, de l'autonomie financière à travers des business models. Et ça, c'est au niveau secteur privé peut-être et des indépendants, mais à la fois au niveau des institutions publiques dans la culture, comme les maisons de culture aujourd'hui, et qui sont dans le péril aujourd'hui de ne... Et ça veut dire on connaît qu'il y a pas mal de défis, qu'une maison de culture aujourd'hui ne peut pas mobiliser des ressources et les gérer d'une manière très indépendante au-delà du secteur privé. Ça, c'est une solution. Ça, c'est la première partie de la solution. Deuxième partie, c'est réellement travailler sur le côté législatif qui est très très important. Et là, je parle du statut de l'artiste. C'était le projet de loi sur lequel on a travaillé des années avec pas mal d'associations, avec nos amis, avec des gens comme M. Habib Lehedi, par exemple, le Rio, et un grand collectif, soit des artistes, des opérateurs culturels, des médiateurs culturels. Et je pense que ça va éclaircir énormément de choses au niveau de financement. Troisième chose que j'aimerais bien dire en ce moment, qu'en ce moment, on a besoin réellement d'un appui d'urgence, réellement. Ça, c'est très clair, parce qu'on sait que c'est une situation qui ne cesse pas que les artistes sont en train réellement de subir le fardeau, réellement qu'il n'y a plus de spectacles, qu'il n'y a plus les circuits de diffusion sont bloqués, et donc du coup, ça a impacté directement. On a vu que les artistes étaient les premières personnes qui ont été impactées. Par exemple. Et cela, je pense qu'il faut mettre en place tout un plan d'urgence dans ce sens. Je pense que c'est une question d'ordre philosophique. À qui appartient la culture, le patrimoine? Et ce qu'on appelle dans le jargon de la gestion culturelle, tu as le big C et le small C. La culture au sens large, ça pourrait être la cuisine, ma manière de marcher, ma manière de regarder, ma manière de communiquer avec les autres. Tout ça, c'est de la culture, mais il y a le small c, où la culture comme on l'entend au sens dans le quotidien, quoi. Ça veut dire les expressions artistiques, on va dire le théâtre et tout cela. Et à qui appartient tout ce patrimoine et cet héritage justement? Eh ben, je dirais que ça appartient à nos aïeux, ça appartient au présent et ça appartient aux générations à venir. Et il y a peut-être autre chose, c'est qu'en parlant du patrimoine de culture, on sait que tout est si on va dire que la culture aujourd'hui, elle appartient à un pays ou une administration, ça veut dire des ministères en question, je pense que ça pourra être ou une question, il y a beaucoup de dialectique, ça veut dire est-ce que le patrimoine aujourd'hui il appartient au monde entier ou ça appartient à un pays bien déterminé? Je pense que ça appartient à tout le monde, c'est universel, ça doit être universel, parce qu'on connaît que les pays, ça a été toujours... les frontières sont éphémères, justement. Et donc c'est notre droit réellement de travailler sur cela aujourd'hui pour le futur et pour les générations à venir, justement. La culture, elle appartient à tous, et c'est ce que j'ai réellement... C'était la reformulation dans la Constitution sur laquelle on a travaillé, justement,
en 2013-2014, réellement pour inscrire la culture dans la Constitution. Et je pense que ça, c'est le rôle réellement des artistes, des opérateurs culturels, à réellement rendre la culture accessible à tout le monde. Et comme ça, on peut réellement répondre à cette question: à qui appartient la culture? C'est à tout le monde. Et aux générations futures, ça c'est sûr. C'est une grande responsabilité réellement aujourd'hui. Mais parlons d'un sujet peut-être qui est intéressant, notre responsabilité dans ce sens. On est sorti de ce qui est à ce qui doit être. C'est que il y a un super philosophe qui s'appelle Jean-François Lyotard, dans son livre Le cas postmoderne. Il a écrit en fait, on va passer à une époque de traduction. Et cette traduction n'est pas traduire de l'anglais ou en français, etc. Mais c'est une traduction, ça veut dire qu'on est aujourd'hui, on a une responsabilité de traduire tout le patrimoine humain à un support qui est très intéressant, qui est la numérisation et le digital. Et je pense que peut-être le monde, le Nord, a beaucoup plus de moyens pour numériser tout ce patrimoine qu'il a. Mais je pense que nous, on a cette grande responsabilité réellement pour pouvoir transmettre tout ce patrimoine, toute cette culture aux générations à venir. C'est de travailler réellement et s'inscrire dans ce processus de traduction de tout ce qu'on a comme patrimoine et comme culture pour les générations à venir à travers la digitalisation et la numérisation. Je pense que c'est un sujet qui a beaucoup... là où la société civile s'est intéressée depuis des années. Et là, je ne peux pas réellement passer de parler des efforts de quelques ONG comme l'Institut arabe des droits de l'homme, qui fait beaucoup d'efforts d'ailleurs dans ce sens depuis des années. Et à la fois en termes de recherche, de travail sur le contenu pédagogique qu'on peut réellement diffuser, soit dans les écoles, ça veut dire l'éducation au sens gouvernemental, etc. Mais aussi en termes de plaidoyer au sein du Parlement pour réellement travailler sur je vais dire la popularisation réellement de l'enseignement des arts dans le secteur, dans les écoles, dans les lycées, etc. Et je pense que tôt ou tard, on va finir par réellement avoir une conscience autour de ce qu'est le rôle de l'enseignement de la culture dans ces institutions. Certainement le contexte politique actuel, il n'est pas clair du tout. Pour faire passer des lois, on peut affronter pas mal de problèmes dans ce sens, mais il y a du travail en termes de plaidoyer actuellement que fait la société civile, et on va toujours continuer à travailler sur cela. Deuxième partie de la question, je dirais qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'organisations de la société civile qui travaillent dans ce sens, ça veut dire l'éducation à la culture, que ce soit et aussi à la culture digitale, ou tout ce qui est création digitale, chose qu'on essaye de faire réellement dans les interventions qu'on est en train de faire dans les gouvernorats intérieurs, soit dans la périphérie de la ville de Tunis, etc. Voilà. Alors il y a deux niveaux, parce que je vais parler du personnel, mais parler sur le plan, ce qu'on fait sur le plan institutionnel. Personnellement, j'étais dans une période de préparation à une tournée qui a duré 8 mois malheureusement, et puis c'est une tournée européenne appuyée par la Wallonie-Bruxelles avec des partenaires belges. C'était un spectacle, c'est mon spectacle house qui tourne autour du patrimoine Bangui Stambeli en Europe, mais malheureusement, j'avais un rendez-vous avec le public le 6 avril dans un jazz à Carthage, mais malheureusement, comme vous le savez, tout a été malheureusement reporté. Plusieurs dates, c'était prévu en été aussi, ici et ailleurs, mais malheureusement tout s'est arrêté. Donc je me suis mis à la post-production. Il y avait pas mal de travail qui a été enregistré, donc du coup, dès que je suis revenu de Paris, j'étais en quarantaine. Directement, je suis passé au travail. Réellement, je passe 12 heures dans la maison pour des séances de mix de ce que j'ai fait. Et donc c'était ça le focus sur lequel j'ai travaillé.
Et puis sur le plan institutionnel, on est sur pas mal de projets qui s'inscrivent sur la création justement du digital, dans l'enseignement justement du digital. Et là je répands, on fait le renforcement de capacité sur le plan digital, donc on a lancé le projet DJ Academy for Girls, qui est déjà appuyé par la Fondation de France, qu'on les salue déjà, avec le fonds AFAC, avec nos partenaires danois aussi, Future Female Sounds. Et donc du coup, dès qu'on s'est arrêté justement des formations face-to-face et des sessions de renforcement de capacité, on a passé à un enregistrement vidéo des MOOC, avec le pool des formatrices qu'on a sur ce projet. Et puis on a très bien avancé, et comme ça, justement, on pourra réellement toucher notre public cible réellement. En attendant le retour, quoi, le déconfinement total, pas partiel. En fait, je vous invite à lire un livre. Enfin, c'est deux livres, mais le deuxième, c'est une adaptation au cinéma. Bah, il y a deux choses. Bah, Le Monde sans culture, ça ressemble en fait peut-être à 1984 de George Orwell. Je vous invite de lire ça pour imaginer ce monde sans culture. Ou je vous invite peut-être à lire ou regarder Fahrenheit de François Truffaut. Voilà.